Un incendie dans un stock de munitions à Jiwa Barak attribué aux fortes chaleurs a sémé la panique à Maïdougouri. Malgré les démentis de l'armée nigériane sur une possible attaque terroriste, l'incident survient dans un contexte de recrudescence des attaques djihadistes alors que la région est fragilisée par le retrait du Niger de la force multinationale mixte. L'exécution ciblée de Charles Wiri, abattu à Nairobi par 2 hommes à moto, suscite indignation et tristesse au Kenya dans un climat de violence croissante à Kasipul. Les autorités promettent une enquête rapide pour élucider ce crime qui ébranle la classe politique et l'opinion publique. Bonsoir et bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, l'opposition tente de faire front commun face aux poursuites judiciaires visant l'ancien président Joseph Kabila. Ce dernier, aux côtés de Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Deli Senzanka, a signé une déclaration conjointe, une première, notamment entre Kabila et Fayoulou. Il s'y appelle à une solution congolaise à la crise sécuritaire dans l'Est et dénonce l'exclusion des Congolais des négociations en cours. Pour les 4 signataires, un dialogue national est indispensable. Il doit permettre, selon eux, d'identifier les causes profondes de la crise et de proposer des solutions durables. Ainsi, ils réaffirment leur soutien à l'initiative conjointe de la Kenko et de l'Église du Christ au Congo, qu'ils présentent comme la seule démarche congolaise ouverte à toutes les parties. Ils appellent aussi les autres acteurs, notamment l'Union africaine, les facilitateurs de Doha et de Washington, à soutenir cette initiative congolaise et à coordonner leurs efforts dans l'intérêt de la stabilité du pays et de la région des Grands Lacs. S'ils saluent les déclarations conjointes signées récemment entre la RDC et la FCM23 et Kinshasa et Kigali, ils estiment que ces textes ne suffisent pas. Ils ne traiteraient, selon eux, des dimensions extérieures et militaires, souvent au détriment de la RDC. Ils insistent, les causes internes doivent être prises en compte. Ils citent la violation de la Constitution, la gabegie financière, la mauvaise gouvernance, les atteintes aux libertés fondamentales. À cela s'ajoutent, selon eux, des causes externes comme la violation des frontières ou l'exploitation illégale des minerais. Et ils concluent en exigeant la publication des accords économiques sous-régionaux. Objectif, garantir la transparence et informer le peuple, disent-ils. Au Nigeria, les autorités militaires ont dû rassurer les habitants de Maïdougouri après une série d'explosions accidentelles dans un centre de détention de l'armée dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Ces détonations attribuées à la chaleur ont sémé la panique dans cette ville du Borno, au cœur de l'insurrection djihadiste depuis plus de 10 ans. Des fortes détonations ressemblant à des salves des coups de feu ont retenti peu avant minuit à proximité du centre de détention militaire de Jiwa Barak, puis des flammes impressionnantes se sont élevées dans la nuit au-dessus des toits de Maïdougouri. Des dizaines d'habitants, totalement paniqués, sont alors sortis dans les rues de la ville pour tenter de fuir ce qu'ils voyaient être une attaque djihadiste en plein cœur de la ville. Mais ce jeudi, l'armée nigériane a démenti tout acte terroriste. Ces responsables ont expliqué que les fortes chaleurs qui touchent actuellement la région ont déclenché un incendie dans un stock de munitions de Jiwa Barak. Aucune victime n'est déplorée et les militaires ont sécurisé la zone, indique le communiqué de l'armée. Mais cet incident survient en pleine résurgence des attaques djihadistes qui ont fait au moins une centaine de morts au mois d'avril dans la région. Dimanche 27 avril, 18 pêcheurs ont été massacrés par des hommes affiliés à Boko Haram dans le district de Bougie, à proximité de la frontière avec le Niger. Lundi 28 avril, 26 personnes ont perdu la vie lorsque le minibus à bord duquel elles circulaient a sauté sur une mine. Cette fois, c'est l'État islamique en Afrique de l'Ouest qui a revendiqué l'attaque. Cette résurgence de l'insécurité a lieu dans un contexte d'affaiblissement de la force multinationale mixte chargé de lutter contre les activités terroristes dans le bassin du lac Tchad. Le Niger l'a quitté au mois de mars, ce qui perturbe les patrouilles et le partage de renseignements. Au Kenya, vive émotion après l'assassinat du député Charles Wiri tué en pleine rue à Nairobi. Membre du parti ODM de Raila Odinga, il appartenait à l'alliance récemment nouée avec le président Ruto. Aucun suspect n'a été interpellé pour l'instant, mais les réactions politiques et populaires sont nombreuses. Un assassinat d'une barbarie choquante pour l'opposant historique Raila Odinga. Une tristesse
indicible pour le président de l'Assemblée nationale. Les responsables doivent rendre des comptes, a quant à lui affirmé le chef de l'État kenyan, William Ruto. Ces dernières 24 heures, les messages de condoléances ont afflué au Kenya pour évoquer Charles Ower. Le député a été assassiné aux alentours de 19h30, heure locale mercredi. Il était assis au siège passager de sa voiture, arrêté au feu rouge, lorsque deux hommes sur une moto sont arrivés. L'un s'est approché du véhicule, a tiré et ensuite pris la fuite. Selon la police, la nature du crime semble être à la fois ciblée et préméditée. On sait que Charles Ower avait exprimé à plusieurs reprises craindre pour sa vie, dénonçant une intention de l'assassiner. D'après la presse kenyane, sa circonscription de Kasipul dans l'ouest du Kenya a vu une hausse des violences ces derniers mois sur fond de tensions politiques. Le ministre de l'Intérieur a annoncé jeudi que l'enquête avançait. Il a appelé les agences en charge des investigations à travailler rapidement. Au Soudan du Sud, Washington hausse le ton. L'ambassadeur américain Michel Adler a de nouveau exigé la libération du vice-président Riek Machar et d'autres figures de l'opposition détenues. Les États-Unis, soutien historique du pays, dénoncent l'inaction des autorités dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018. L'ambassadeur américain Michael Adler, la soixantaine, a souligné qu'un Sud-Soudanais du même âge que lui a connu 4 guerres civiles au cours de sa vie. Il s'est exprimé ce mardi à la suite d'une rencontre dans le bureau de Paul Moyenjouk, qui est haut conseiller du président Salva Kiir et qui préside aussi la commission chargée de la transition au Soudan du Sud. Inquiet de voir naître un nouveau conflit, il a exprimé son opposition à toute tentative d'évincer Riek Machar de l'accord de paix. Nous soutenons fortement ceux qui pourraient mettre en œuvre les engagements de paix. Nous ne pouvons pas accepter que des engagements de paix soient mis en œuvre alors que l'un des signataires de l'accord de paix est en résidence surveillée. Nous appelons à la libération de ceux qui sont en détention. Nous appelons à une reprise de dialogue entre les dirigeants reconnus de toutes les parties du gouvernement de transition pour faire avancer la paix. Michael Adler a également évoqué l'éventualité d'une fermeture de l'ambassade américaine au Soudan du Sud, éventualité mentionnée dans la presse américaine le mois dernier. Il n'y a eu aucune décision de fermer quelque ambassade que ce soit, où que ce soit. L'ambassade américaine au Soudan du Sud reste fonctionnelle, même si nous avons beaucoup réduit le nombre de nos employés américains du fait d'inquiétudes liées à la situation sécuritaire, des inquiétudes qui alimentent la frustration de Washington. L'administration Trump continue d'ailleurs de priver les Sud-Soudanais de séjour aux États-Unis, et ce malgré les efforts de coopération de Djouba en matière d'immigration. Enfin, le dernier classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières dresse un contrat alarmant. La moitié des 180 pays évalués sont en situation difficile ou très grave. RSF pointe des atteintes croissantes à la liberté d'informer liées à des pressions politiques, économiques et sécuritaires. Les violences contre les journalistes sont les atteintes les plus visibles à la liberté de presse. Dans des zones de conflit comme Gaza, l'Ukraine, le Soudan ou le Sahel, des reporters sont tués, emprisonnés, censurés et forcés à l'exil. L'Érythrée reste dernière du classement mondial des Reporters sans frontières, avec une presse inexistante et des journalistes comme David Isaac emprisonnés depuis des années sans procès. D'autres pays comme l'Ouganda, le Rwanda, l'Éthiopie ou le Soudan voient leur situation se dégrader, dénonce Anna Boukandi, directrice éditoriale des Reporters sans frontières sur RFI. La République démocratique du Congo et la bande sahélienne sont également touchées. À l'est du Congo, des journalistes ont fui, des radios ont fermé. Au Burkina Faso, au moins 4 journalistes ont été enrôlés de force. Et au Mali, un autre est détenu. La censure et l'autocensure progressent, ajoute-t-elle. Au-delà des violences, Reporters sans frontières pointe aussi des difficultés économiques. La suspension de l'aide américaine, notamment en Ukraine, fragilise les médias indépendants. Cette coupure aggrave la désinformation et affaiblit des rédactions déjà vulnérables, s'inquiète Anna Boukandi. Globalement, Reporters sans frontières constate une dégradation des conditions de travail. Pour la première fois en 10 ans, la situation mondiale passe à difficile. Moins de 1% de la population vit dans un pays où la presse est réellement libre. C'est alarmant, conclut-elle. Quelques améliorations sont notées, notamment au Sénégal et au Brésil, tandis que les pays nordiques conservent leur avancée.
C'est sur ce rapport de RSF que nous mettons fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information c'est en continu sur Tchad Info et ses différentes plateformes.